comment comprenez-vous l'initiative Ceinture et Route? C'est une initiative très importante. Cette histoire de route de la soie est très ancienne et le Liban faisait partie aussi de cette route par sa position stratégique. Et nous savons que récemment, les pays occidentaux ont mené des attaques, des frappes militaires dans votre pays voisin, c'est la Syrie. Quelle est l'attitude du gouvernement liban? La solution politique est la seule acceptable et possible. Le canon doit s'arrêter à un moment donné parce que ça ne sert à rien de s'entretenir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Notre invitée d'aujourd'hui est l'ambassadrice du Liban en Chine, Madame Milia Jabour. Bonjour Madame l'ambassadrice, bienvenue dans notre émission. Bienvenue à la résidence du Liban. Vous avez entamé vos nouvelles fonctions d'ambassadrice du Liban en Chine à la fin de l'année 2017. Donc, quelles sont vos impressions à votre travail en Chine? C'est vrai, ça fait à peu près 5 mois que je suis là et je suis vraiment émerveillée, subjuguée. Parce que je ne m'attendais pas à voir ce niveau de vitalité, de vie ici et d'énergie. Mais en même temps, je me rends compte de la grande responsabilité qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et le Liban et la Chine ont entamé officiellement leurs relations diplomatiques à partir de l'année 1971. Donc, pouvez-vous nous dire quel est l'état actuel des relations bilatérales? En fait, c'est vrai que les relations diplomatiques ont commencé officiellement en 71, mais les relations d'amitié, disons, et de contact entre les deux peuples avaient commencé bien avant. Il y a cette saga, l'histoire de Dr Georges Hatem, qui était le médecin privé de Chairman Mao Tse-tung. Il était venu des États-Unis, il a décidé de s'installer ici. C'était un médecin qui a fait beaucoup de recherches en Chine, qui a aidé les populations dans les campagnes et qui était qui s'est installé ici depuis 1933. La relation vraiment a commencé avec la Chine. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté aussi, il y a les frères Kassar, ce sont la famille qui a établi les premiers Libanais arabes à avoir établi des relations commerciales avec la Chine, même avant les relations diplomatiques. Et c'est grâce à eux un peu que les produits chinois ont été introduits dans le monde arabe. Donc vous voyez un peu que les relations diplomatiques vont bien avant les années 70 et ça continue, cette histoire d'amitié profonde, sereine, ça continue jusqu'à présent. Et là, mon rôle à promouvoir et à améliorer encore mieux cette relation. Nous savons que depuis l'Antiquité, comme la Chine, le Liban est une étape très importante de la route de la soie. Et comment comprenez-vous l'initiative Ceinture et Route prononcée par le gouvernement chinois? C'est une initiative très importante, vraiment d'une grande importance, surtout que c'est un peu historique parce que cette histoire de route de la soie est un peu est très ancienne et le Liban faisait partie aussi de cette route par sa position stratégique, parce que le Liban a une position stratégique au Moyen-Orient qui lui permettent de jouer un rôle stratégique dans cette initiative. À l'origine, nous étions aussi des agriculteurs et qui produisaient de la soie dans le mont Liban. Et puis cette culture de la soie est tombée parce que pour la compétition, pour la hausse des prix, on l'a laissé tomber. Donc on est un peu familier avec la soie que vous avez ici. L'histoire a fait son travail dans cette partie du monde et là on revoit la Chine avec sa puissance économique revenir un peu dans notre région. Et ça nous fait énormément plaisir parce que c'est le but principal, c'est un peu le développement, la croissance des régions et des pays
qui font partie de cette route qu'on appelle ceinture et route. Depuis son lancement, l'initiative Ceinture et Route a attiré l'attention de nombreux secteurs d'activité à travers le Liban. Les médias libanais ont réalisé des reportages sur l'initiative Ceinture et Route et les leaders des milieux politiques et économiques ont à plusieurs occasions manifesté leur soutien envers l'initiative. L'initiative Ceinture et Route est non seulement bénéfique pour le développement économique, la réduction de la pauvreté et du chômage, mais elle permet aussi de renforcer les échanges civilisationnels et culturels. C'est également une voie efficace pour préserver la paix et la stabilité mondiale, qui sera un atout pour le Liban dans son travail de stabilité et de développement. Les collaborations entre entrepreneurs chinois et libanais sont très fréquentes et des deux côtés on considère que l'initiative est une source importante d'opportunités commerciales. Il y a beaucoup d'investissements et de coopération entre la Chine et les pays arabes. Les entreprises chinoises et libanaises vont grandement bénéficier de ces relations de partenariat. Donc, d'après vous, quels sont les meilleurs atouts du Liban dans le cadre de cette coopération de l'initiative Ceinture et Route? Le Liban a signé un mémorandum avec la Chine l'année passée, en 2017. Donc, on est nouveau côté signature. Mais notre relation avec la Chine, nos relations commerciales sont bien établies. La Chine est très présente au Liban du point de vue commercial et culturel. Donc le mémorandum vient pour couronner un peu cette relation qui s'est établie parce que la Chine est devenue notre partenaire commercial numéro 1 depuis 2013. Ce mémorandum est venu couronner un peu ce processus. Et pour moi, les atouts essentiels du Liban sont énormes. On commence par la position stratégique parce que le Liban est considéré comme la porte du Moyen-Orient. Par sa position stratégique, par son élément humain, parce que on a les meilleures universités du monde arabe. On a des gens cultivés, éduqués, qui font des études poussées, qui sont très talentueux et qui travaillent un peu partout dans le monde arabe, qui parlent beaucoup de langues. Donc ça c'est un atout. Il y a l'élément stratégique, il y a l'élément aussi humain qui est très important. Donc, comme vous avez dit, la Chine est le premier fournisseur du Liban, mais le Liban exporte peu de produits envers la Chine. Donc, comment expliquez-vous ce phénomène et comment faire pour rééquilibrer cette balance commerciale entre les deux pays? De toute façon, le Liban est un pays d'importation, mais on aimerait bien que nos produits, qui sont des produits qui sont de grande qualité, surtout par exemple, on a le vin, l'huile d'olive, on a plein de produits qui sont artisanaux donc, et qui intéressent le public chinois. Ça, c'est un des buts de mon travail ici et du travail des industriels et commerçants libanais aussi, de pouvoir introduire beaucoup plus sur le marché chinois. Et pour ça, il faut avoir un plan de marketing qui est en train d'être mis en place. Le Liban va participer à l'exposition internationale qui va avoir lieu à Shanghai en novembre 2018. Et nous souhaiterions que cette participation ouvre les portes à ce que plus de produits libanais entrent en Chine. À ce qu'il y ait plus de connaissances du public chinois de ce que nous avons de meilleur. Les relations commerciales entre le Liban et la Chine remontent à loin, comme vous avez dit, en 1955. Le Liban avait signé un premier accord commercial avec la Chine et en septembre 1956, la Chine avait établi un bureau d'affaires au Liban. Les deux pays coopéraient dans le textile, la technologie, les investissements et l'aviation civile, etc. Donc, comment faire pour dynamiser encore cette relation, parce que maintenant on constate qu'il y a moins d'activités commerciales entre les deux pays par rapport à l'histoire.
Donc, c'est vrai, c'est peut-être parce qu'il y a eu un repli chinois à cause de la guerre et parce que aussi la guerre a affecté un peu l'industrie du Liban. Vous savez, on a vécu une guerre qui était atroce et ça a un peu affecté notre économie. Et notre économie est une petite économie. On n'a pas vraiment une production qui est très grande et qui va principalement dans les pays arabes voisinants parce que nous avons un peu, on est considéré comme le grenier du Moyen-Orient. On a les fruits, les légumes, les meilleurs de cette partie du monde. Donc ils sont exportés et consommés dans les pays avoisinants, tout le monde arabe. Ça c'est notre marché vital en première partie. Et puis en deuxième partie vient l'Europe, parce que aussi culturellement on est assez proche de l'Europe. Et il y a beaucoup de produits libanais qui vont vers l'Europe. Alors vu que notre marché est très petit, donc nos produits sont consommés dans ces deux marchés. Mais là, le Liban, entre-temps, a établi une réforme au niveau de ces industries. Et il peut donner au niveau technologique, au niveau industriel, beaucoup plus que ce qu'il donnait auparavant. Mais il faut que nous le montrerions au monde. Et puisque la Chine maintenant est un marché énorme où on choisit la meilleure qualité, ça nous incombe à nous de venir vers vous et de vous dire regardez ce que nous avons, ce que nous proposons, il faut que vous essayiez. Et je suis sûre qu'avec un peu de visite bilatérale, de connaissances mutuelles, de délégations qui vont des deux côtés, les choses vont démarrer. Et tout à l'heure, vous avez mentionné la guerre qui a influencé beaucoup le développement économique du Liban. Et nous savons que récemment, les pays occidentaux ont mené des attaques, des frappes militaires dans votre pays voisin, la Syrie. Quelle est l'attitude du gouvernement liban? Oui, on a adopté une politique extérieure de dissociation un peu des problèmes qui nous entourent. Ça nous incombe à nous de nous tenir un peu lointain des problèmes pour essayer de sauvegarder et de maintenir notre unité intérieure. Parce qu'on ne veut pas que les problèmes de l'extérieur influencent notre situation interne qui est un peu encore fragile et que nous voulons la sauvegarder à tout prix. Mais de toute façon, le Liban est contre toute attaque contre un pays arabe frère. Mais pensez-vous qu'il y a encore une solution politique pour résoudre ce problème? Je pense que la solution n'est que politique. Pour quelqu'un qui a vécu une guerre, j'ai vécu 15 ans de ma vie sous une guerre atroce et qui n'a abouti ni à des vainqueurs, on était tous des vaincus, on a tous perdu des êtres chers, on a détruit notre pays. Et on a réalisé à la fin que la solution ne peut être que s'asseoir sur une même table et négocier jusqu'à n'en plus finir, jusqu'à trouver une solution. Et la solution politique est la seule acceptable et possible. Le canon doit s'arrêter à un moment donné parce que ça ne sert à rien de s'entretuer. La Chine a participé activement aux opérations de maintien de la paix et de déminage organisé par l'ONU dans le sud du Liban. Donc, que pensez-vous du travail réalisé par les troupes chinoises? Ça, c'est quelque chose qu'on remerciera jamais assez la Chine pour ça. Vraiment, sa participation dans une force de maintien de la paix. Et vous savez, comme la paix est importante pour nous, pour le Liban et pour toute la région, pour toute cette région. Et le Liban, plus que tout, c'est un petit pays qui cherche vraiment à vivre en paix. Et la Chine est venue participer à une opération avec d'autres pays et nous la remercions vivement pour ça. C'est vraiment curieux de voir que la Chine participe dans deux domaines au niveau de la FINUL. Le domaine du déminage et le domaine de la médecine.
Et c'est curieux, parce que vraiment, ça me touche beaucoup. Ça va vraiment avec le message de la Chine, parce que c'est un message de paix qu'elle porte à travers ses relations internationales. C'est toujours un message de paix, de calme, de respect, de tolérance. Et je vois quand elle participe, par exemple, à une opération de paix en matière de déminage, elle protège les gens. Et en matière de médecine, elle sauve les gens. Donc c'est un métier, c'est une mission extrêmement humaine qu'on apprécie vraiment, qu'on chérit vraiment et qu'on remercie du fond du cœur. D'accord. Au sein de l'hymne national, 410 membres de la 16e force de maintien de la paix chinoise au Liban ont reçu la médaille d'honneur de la paix des Nations Unies. Des médailles qui étaient remises par le commandant de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Our Chinese peacekeepers make a huge contribution here. Les forces chinoises de maintien de la paix ont apporté une grande contribution, tout particulièrement en matière d'ingénierie. Elles ont accompli un vaste travail de déminage, construit des ouvrages de protection militaire dans de multiples locations. Enfin, elles ont apporté une grande aide en matière d'assistance médicale et largement amélioré la situation médicale sur place. C'est au profit de la population du Liban. Nous sommes fiers des Libanais et la Chine aussi doit éprouver de la fierté à leur endroit. Je souhaite que l'ensemble des officiers et soldats de nos forces de maintien de la paix continuent leur action, qui participe au développement et à la préservation de l'amitié avec le peuple libanais et qu'ils contribuent encore davantage au renforcement et à la stabilisation de la région du Sud Liban. Donc, on va parler maintenant des échanges culturels entre les deux pays. Parce que nous savons que maintenant, il y a une troupe de danse libanaise et une troupe de danse chinoise qui ont créé en commun un grand ballet qui s'est produit récemment dans le Grand Théâtre National de Pékin. Avez-vous vu ce spectacle? Oui. Quelles sont vos impressions? Oui, j'ai vu, c'était impressionnant et c'était très touchant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous aussi, mais vous savez, la troupe Caracal, c'est une troupe qui est connue, ça m'a surpris, qui est très connue de la part du public chinois. Quand je me préparais pour venir en Chine, j'ai vu des responsables chinois à Beyrouth et tout le monde me parlait de Caracal comme si c'était une partie de la culture chinoise. Ils ont fait et c'était impressionnant parce qu'en dansant et en chantant, ils ont reconstruit, reproduit un peu toutes les cultures, pratiquement, qui font partie des civilisations que traverse la route de la soie. Et c'était impressionnant, vraiment. Ils ont pu faire ça en 2 heures, en nous tenant en haleine. La salle était comble et le public était émerveillé. Est-ce qu'on peut attendre encore plus de spectacles comme ça? Oui, vous savez, pour moi, la culture, c'est... Vous parlez de la politique et de la guerre. Pour moi, la culture est l'antidote. Donc, si on veut vraiment nous connaître mieux pour que la paix soit présente, soit dominante dans ce monde, il faut qu'on se connaisse. Et il n'y a pas mieux que la culture pour se connaître. Ça nous donne le temps de découvrir l'autre, de voir ce qu'on a en commun. Et on a beaucoup de choses en tant qu'humanité, en tant qu'humain, on a beaucoup de choses en commun. Donc c'est dommage de gâcher tout ça avec le canon. Et la culture est là pour vraiment sauver les civilisations, pour moi. Et nous savons que vous avez travaillé longtemps à l'UNESCO dans le domaine de l'éducation, n'est-ce pas? Et nous savons que aussi peu après votre nomination d'être ambassadrice du Liban en Chine, vous avez visité l'université de Pékin. Quelles sont vos attentes dans le domaine de coopération sinon libanaise en matière de l'éducation? Vous savez, l'université de Pékin, dans notre inconscient, c'est quelque chose de très grand, d'énorme. Donc c'était un honneur pour moi d'aller voir le campus. Il est super joli, il est très joli. Et vous avez les meilleurs professeurs qui sont là-bas.
C'est vrai que j'ai travaillé à l'UNESCO et l'UNESCO c'est une grande organisation où on découvre l'autre d'une manière raffinée, on voit la richesse des cultures humaines, mais je suis aussi persuadée que le côté académique est un pont aussi entre les cultures, parce qu'un professeur qui enseigne une matière d'histoire, de géographie, c'est quelqu'un qui véhicule aussi beaucoup de connaissances et c'est un peu un moyen pour les autres de l'entendre, de l'écouter, d'apprendre de lui. Et pour moi, le milieu académique, c'est le milieu par excellence où on peut éduquer de la meilleure manière les générations futures. Je suis très attachée à mon université libanaise. Et j'aimerais bien que dans l'avenir, il y a déjà des relations entre les deux universités, mais j'aimerais bien que ça se dynamise encore plus parce que je vois que le public chinois veut connaître notre culture et que nous voulons connaître votre culture, mais il faut qu'il y ait un flux beaucoup plus rapide et fluide entre les deux, entre nos deux pays. Mais concrètement, dans quel domaine pouvez-vous nous expliquer comment on peut renforcer cette connaissance entre les deux peuples? On peut commencer par inviter des professeurs qui peuvent venir du Liban donner des cours ici pour un certain moment, vous savez, des modules par exemple. Ou des professeurs chinois qui vont aller au Liban aussi. Je suis frappée par la quantité de professeurs qui parlent l'arabe, donc il n'y a pas, la langue ne va pas être une barrière. Ça commence par des professeurs comme ça qui viennent par des échanges d'élèves qui peuvent venir aussi étudier chez vous. Et vous, étudier chez nous, voir un peu quelles sont les différences, comment on se ressemble, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus, comment on peut changer peut-être les choses. On peut apprendre beaucoup de choses de vous, vous pouvez apprendre beaucoup de choses de nous. C'est ça le travail académique, c'est un peu établir un pont de culture et d'échange entre étudiants et élèves, élèves et professeurs qui vont plus ou moins former la société chinoise ou libanaise dans le futur. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le premier institut Confucius du Moyen-Orient et des pays arabes a été établi à l'université Saint-Joseph au Liban. Donc d'après vous, quel rôle joue cet institut dans les échanges culturels entre les deux pays? C'est vrai, le Liban était le premier pays arabe à avoir établi l'Institut Confucius en 2005 et ils ont célébré il y a 3 ans le 10e anniversaire. Vous savez, quand ils l'ont ouvert, ils l'ont inauguré, ils pensaient ce sont les élèves de l'université qui vont être seulement intéressés, curieux de connaître un peu le chinois. Mais ils ont réalisé qu'au fur et à mesure que ça s'est resté, et il n'y a pas seulement que les étudiants, il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des femmes au foyer. Il y a une curiosité énorme pour la culture chinoise. Et l'Institut Confucius, ce n'est pas seulement aussi la langue, c'est la culture, et c'est ça ce qui est important. C'est qu'une petite partie de la Chine s'est installée dans une université libanaise qui est ouverte aux gens intéressés de venir découvrir un peu la Chine. Et là maintenant, ils vont ouvrir d'autres succursales de l'Institut Confucius. Ça va être décentralisé dans tout le Liban. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est que ça soit aussi au niveau de l'université libanaise officielle, parce que ça donne plus de chances aux étudiants libanais, plus de possibilités d'avoir accès à l'Institut. Donc c'est en cours, on est en train d'étudier la possibilité de le faire. Et au mois de mars de cette année, en compagnie de la lauréate du prix Goncourt et représentante du président de la République française, Madame Slimani, vous avez aussi participé au lancement des activités du mois de la francophonie. Et nous savons que cette année, le thème du mois de la francophonie est femmes et francophonie. Donc, comment trouvez-vous le choix de ce thème?
J'ai eu vraiment l'honneur d'avoir eu la possibilité d'inaugurer le mois de la francophonie en Chine, 3 mois après mon arrivée, inaugurer un mois de la francophonie en Chine, un pays énorme. Il y avait plein d'activités francophones dans toute la Chine. C'était émouvant aussi parce que la francophonie pour le Liban, c'est assez important. Vous savez, on est le seul pays au Mashrek. On est le seul pays à encore parler le français. Et on fait le mois de la francophonie au Liban chaque année. Donc la francophonie et le Liban sont mutuellement attachés l'un à l'autre parce que la francophonie pour nous c'est aussi un véhicule de valeurs, de principes humains qui vont au-delà de la race, la religion et tout ça pour qu'on s'arrête un peu sur ce qui unit l'homme à l'homme, ou la femme à la femme aussi. C'est pourquoi aussi j'étais très contente de voir le thème cette année parce que la francophonie et la femme c'est un peu le monde et la femme. Parce que la femme, je pense qu'on se bat en Chine, au Liban, en France, partout dans le monde pour les mêmes principes. La francophonie véhicule les principes de l'égalité. Il faut que l'égalité soit établie entre hommes et femmes. On se bat tous les jours, vous ici, nous au Liban, pour que ça soit établi. Et c'est vraiment très important pour que la francophonie mette ça en relief, pour qu'elle montre le rôle de la femme dans l'espace francophone, mais au-delà aussi, comment elle se bat quotidiennement pour ses droits et ses acquis. Donc c'est important et j'espère que ça va être un thème qui sera, c'est vrai c'est le thème de l'année, mais je pense qu'il va nous accompagner toutes les années parce que la femme c'est un combat, elle mène son combat pour ses droits tous les jours et partout. Et vous avez un poste d'ambassadeur et vous êtes en même temps une femme, c'est très rare. C'est pas rare mais on est peu. Parce que, je ne sais pas, dans l'inconscient des gens, le métier d'ambassadeur, parce qu'il incombe aux diplomates de voyager beaucoup, il y a beaucoup d'instabilité. Donc, dans l'inconscient, c'est plutôt un métier d'homme. Mais comme beaucoup d'autres métiers, à l'origine, le médecin était un homme, le juge était un homme. Tous les métiers étaient pratiquement monopolisés par les hommes. Mais c'est un combat aussi qu'on mène dans la diplomatie pour affirmer un peu le rôle de la femme. Et personnellement, je suis convaincue vraiment que la femme est meilleure diplomate que l'homme. Parce qu'elle sait comment arrondir les angles, elle est plus calme. Je pense que c'est un métier qui lui va très bien. Et elle peut trouver des difficultés, mais l'homme aussi peut trouver des difficultés. C'est un métier difficile en soi. Mais je vous dis franchement, parfois il y a des portes qui s'ouvrent naturellement, seulement parce que je suis femme. Donc, il n'y a pas seulement que des choses négatives, il y a aussi des choses positives. Donc, en tant que la meilleure ambassadrice, comment trouvez-vous un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie de famille ou votre vie courante? Meilleure ambassadrice, merci pour le compliment. Je ne suis pas la meilleure, il y a beaucoup mieux que moi. Mais c'est pas facile parce que on voyage un peu avec notre maison sur le dos comme la tortue. On n'a pas vraiment de maison fixe, une culture, on rencontre des cultures. Chaque 4 à 5 ans, une nouvelle culture, une nouvelle adaptation. C'est énormément enrichissant. Et il faut avoir vraiment une solidité interne pour pouvoir confronter ces changements parce que ce n'est pas donné. On passe par des hauts et des bas, comme tout le monde, comme vous dans votre travail, des hauts et des bas, mais on est toujours comme des petits curieux et émerveillés et on est content de voir des choses nouvelles. Donc ça, on oublie un peu les difficultés. Notre émission touche à sa fin. Merci, Madame l'ambassadrice, d'avoir été avec nous. Merci de vos éclairages. Et je vous souhaite une bonne continuité. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Un plaisir. Merci.